Au Québec, la protection des sources d'eau potable est la responsabilité des municipalités. C'est un rôle souvent complexe, car l'eau ne respecte pas le découpage administratif municipal et un bassin versant d'une prise d'eau peut traverser plusieurs municipalités, régions, voire pays. À l'échelle de la ville de Québec, la prise d'eau de la rivière Saint-Charles compte sur son bassin versant les municipalités des cantons unis de Stoneham et Tewksbury, Lac-Beauport, Lac-de-Lage et la ville de Québec. C'est un dialogue entre différents acteurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes enjeux et réalités, mais qui doivent trouver des consensus. Ce n'est pas toujours évident, et quand on voit tous les débats autour du RCI, les procès et les prises de bec, on se dit que la situation peut vite s'envenimer. Fin 2015, l'Appel et la communauté métropolitaine de Québec publiaient la diagnose du lac Saint-Charles, faisant état d'un vieillissement accéléré du lac. L'une des mesures mises en place par la CMQ fut le règlement de contrôle intérimaire, le RCI. Depuis, les enjeux sur la protection de l'eau potable dans la ville de Québec est un des fers de lance de la municipalité. De nombreux débats et autres joutes verbales ont eu lieu sur ce sujet, que ce soit dans la presse ou lors d'assemblées publiques. Mais la question demeure. Comment protéger nos sources d'eau ? J'ai rencontré Steve Verrette, conseiller de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles et membre du comité exécutif pour qu'il me parle de ce RCI, mais également de la gestion de l'eau potable de la ville de Québec et des possibles ententes avec les municipalités de la Ceinture-Nord. Le gouvernement donne des normes de qualité d'eau à respecter, qui est au niveau provincial, et la municipalité doit respecter ces normes-là, donc traitement des eaux et traitement des eaux potable, donc une usine de traitement des eaux potables. Donc, c'est la responsabilité de la ville de distribuer une eau de qualité à ses citoyens. OK. Premièrement, ce qu'on fait pour le lac Saint-Charles, c'est important de vérifier la qualité de l'eau qui rentre à l'usine. Donc, ça nous donne des indices. À partir de ce moment-là, on essaie de travailler avec les citoyens pour dire, bon, de quelle façon on pourrait améliorer cette qualité d'eau-là qui est naturelle. Après ça, est-ce qu'on va vérifier les réseaux routiers? Est-ce qu'on peut mettre moins d'abrasifs, moins de sel? Ça, c'est des mesures qu'on a fait à la Ville de Québec. On a aussi instauré un programme de détection des fosses septiques contaminées qui donne de l'information qui est très, très, très utile pour savoir quelle contamination qui rentre à l'usine d'eau de Loretteville. OK. Dès 2009 et 2010, on a eu un premier RCI qui nous a permis de s'asseoir à la communauté métropolitaine de Québec avec les autres municipalités autour. On a regardé quelles mesures qui pouvaient être faites. La plantation d'arbustes, des fossés percolants, des terrains plus grands avec beaucoup plus de verdure et aussi des barils de pluie, des récupérateurs de pluie pour ne pas contaminer la source d'eau potable. Fait que dès 2010, comme je vous disais tout à l'heure avec la CMQ et les partenaires, on a mis en place ce premier règlement-là. Puis, en 2013, est arrivée une autre étude de l'Appel qui nous disait que là, maintenant, le lac Saint-Charles avait eu un coup de vieux, disons-le comme ça, qui maintenant, on peut dire, presque 25 ans en 5 ans qui a vieilli. Donc, c'est important de revoir le nouveau RCI, de dire comment est-ce qu'on peut améliorer ces choses-là à la Ville de Québec. C'est quoi un règlement de contrôle intérimaire? C'est quoi finalement ce fameux RCI? C'est une grosse bébite. Ah ouais? C'est un règlement qui nous est donné par la LAU, la Loi sur l'aménagement du territoire de l'urbanisme provincial.
C'est un règlement d'urbanisme qui peut être appliqué à plusieurs sujets. Okay. Mais ça nous fait un temps d'arrêt pour savoir, bon, est-ce qu'on peut faire autrement? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce temps d'arrêt-là en 2010 et on devait l'intégrer. Mais ce qui n'est pas arrivé depuis le temps pour les autres municipalités, et ce qu'ils nous ont dit, on va l'intégrer avec un nouveau 2016 amélioré pour pouvoir dire, bien, le lac a vieilli depuis 2009-2010. On est déjà en 2013, comme on se disait tout à l'heure, 5 ans, 25 ans même. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le 2016 aussi. Puis si on parle du RCI 2016, c'était quoi les principales mesures en fait que prenait ce RCI? Bien, c'était une vision différente, un peu sur un principe de bassin versant, l'eau, la goutte d'eau qui s'en va au fleuve, mais différemment, analysé par pente. Quand on défriche une montagne, on empêche la rétention de la sédimentation et ça s'en va plus rapidement aux sources d'eau potable. Quand on fait une route avec 15 25 et même 28 30 qu'on a vu dans certains endroits, on est obligé de mettre du sel. Il n'y a pas d'autre moyen présentement au Québec là, que du sel. Et quand on voit là, une expression au niveau des gens des travaux publics qui dit on voit pleurer la route, là, c'est parce qu'on met du sel. Donc, il faut arrêter puis prendre un temps de réflexion pour ça. Puis aussi, on s'est dit, bien, les fosses septiques, les puits artésiens pour l'eau, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres solutions aussi que ces fosses-là? Est-ce que ça pourrait être des petites mini-usines? C'est ce qu'on a introduit dans le règlement. C'est le principe de précaution pour la protection de l'eau potable. C'est un droit que la ville et la municipalité ont normalement d'un principe de précaution de dire hey, on protège l'eau potable des gens, la sécurité publique, la santé publique des gens. On pense que le principe de précaution doit s'appliquer là. Est-ce que le juge n'a pas appliqué dans le règlement? C'est quoi un peu l'avenir, finalement, peut-être du RCI, mais l'avenir aussi des sources d'eau à Québec, ça ressemble à quoi? Bien, je pense qu'on va bien s'entendre avec les autres municipalités. Il y a eu un changement aux élections municipales de 2017. Les partenaires se sont parlé. Même l'appel a été fait, je pense, d'un commun accord avec les maires. Je pense qu'on devrait avoir une entente. Et si l'entente a lieu, on va pouvoir aller vraiment avec un nouveau règlement. Est-ce que ça va être un RCI 2018 ou un RCI 2019? Là? Mais je pense qu'on se doit de protéger l'eau potable. Pourquoi avoir choisi le RCI, finalement, comme mesure, justement, pour protéger la source d'eau potable? Bien, c'est un outil qui était à notre disposition. Parce qu'il faut se rappeler que la communauté métropolitaine est un endroit où siègent les 28 municipalités de la communauté métropolitaine. Donc, c'est un endroit qu'on peut se parler. Et c'est un règlement d'urbanisme. Il n'y avait pas vraiment d'autres solutions là, pour vraiment obliger les gens à s'asseoir. $1 investi en protection va nous coûter environ 15 à 20 fois moins cher en traitement. Donc, il y a une notion économie, mais il y a aussi une notion de gaspillage de l'eau potable. On en parlait tout à l'heure. Le 3 de la planète est ici. On n'a pas conscience de ça. On en a pris conscience. Et aussi, on a regardé ce qui se faisait ailleurs. On a cité l'exemple régulièrement de New York, qui ne traite pas son eau potable parce qu'elle a un bassin naturel protégé avec les Catskills. Donc, c'est formidable. Puis, ça a fait ses preuves. C'est une source de financement, faire des développements. Mais c'est là, est-ce qu'on peut faire des développements différents, écologiques? C'est une prise de conscience qui a été faite là, depuis 2013, mais c'est difficile de faire tourner un gros bateau. Oui, c'est sûr, effectivement. Pour mieux comprendre cet enjeu de la protection des sources d'eau potable du point de vue des municipalités de la ceinture nord de Québec, je suis allé rencontrer Louis-Antoine Gagné. Il était conseiller municipal à Stoneham au moment de l'arrivée du RCI et il était également candidat à la mairie de Stoneham aux élections municipales de 2017. Il est le seul conseiller de Stoneham à avoir pris position en faveur du RCI. Il a même fait du ralentissement du développement un point central de sa campagne électorale. Je me suis entretenu avec lui pour qu'il m'explique pourquoi. En fait, il y a eu 2 RCI. Le premier, je dirais, a été moins médiatisé.
mais a été quand même, au sein des administrations municipales, a été quand même quelques nombres de chocs. Un moratoire, ça fait peur. On a l'impression de perdre le contrôle de la municipalité, perdre notre autonomie de décideur. Et le deuxième, bien, il y a effectivement eu le gros moratoire et tout ce qui s'en est suivi, la poursuite. Donc, ça a été une vague déferlante négative, je dirais, sur la municipalité de la RCI. C'était une mauvaise solution, un véritable problème. Et je pense qu'en étant contre le RCI, en voulant venir invalider, dans le fond, l'argumentaire scientifique du RCI, on venait nier le problème. Mais le problème est véritablement là. On ne développe pas de la bonne façon. Il est arrivé comme un coup de poing quand ça aurait dû être fait de façon consensuelle avec les élus, être négocié. Mais n'empêche que c'était une solution proposée. Et à ce jour, il n'y en a toujours pas de solution qui a été proposée. Et tout ce qu'il y a eu, c'est de l'argent public qui a été dépensé. On est venu totalement dévier l'objectif du RCI, qui était de protéger la source d'eau de la Ville de Québec. Mais d'un autre côté, il faut se demander si on protège la source d'eau de la Ville de Québec, c'est qu'on protège tous les cours d'eau aussi qui sont en amont du lac Saint-Charles, en fait. Tous les points d'eau qu'il y a sur notre municipalité, mais on venait les protéger aussi. Puis ça, bien, c'est le legs qu'on va faire à nos enfants. Là, quand on sera plus là, moi, j'espère que mes enfants vont pouvoir encore se baigner aux Trois-Lacs, où j'ai grandi. C'est sûr que c'est par la négociation que ça va passer une entente qui va permettre un maximum de préservation de l'environnement en minimisant l'impact là, sur le patrimoine familial des personnes qui sont lésées. Par contre, il faut accepter qu'il y a des gens qui vont perdre. Puis je souhaite que ces gens-là soient dédommagés. Il n'y a personne qui souhaite de voir son voisin qui avait un terrain qui 100 000, puis d'un coup, le terrain vaut rien que 10 000 parce qu'on ne peut plus le construire. Ça, c'est inadmissible de dire toi, vous perdez votre patrimoine familial pour protéger l'environnement. Il faut dédommager ces gens-là. Il ne faut pas démoniser les promoteurs. Les promoteurs, c'est des hommes d'affaires qui ont acheté des terrains légalement. Ils développent, ils respectent les normes de l'environnement. Ils signent des protocoles d'entente avec les municipalités. L'idée, c'est pas de dire les méchants promoteurs du tout. C'est les élus. Et je me lance la première pierre, qu'à quelque part, ils n'ont pas pris leur temps d'accepter les protocoles d'entente avec les promoteurs puis faire ces recherches-là. Puis on dirait que c'était tout le temps la course, il faut se dépêcher parce qu'il faut obtenir le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, puis on veut commencer les travaux avant l'hiver, puis c'est toujours la course folle. Puis finalement, on arrive avec des développements qui sont pas payants pour la municipalité, puis on voit une dégradation de l'environnement, puis qu'est-ce qui arrive? Boum, le RCI, parce qu'il y a quelqu'un qui lève le flag qui dit « Hey, les garçons, vous faites pas ça bien, là. » On a entendu beaucoup dans le RCI que l'assiette fiscale de la municipalité allait être dévaluée, que les maisons allaient perdre de la valeur, mais c'est tout le contraire. En fait, si on vient contraindre un peu notre développement, ou on vient mieux le faire, bien, les maisons vont prendre de la valeur. Si tu prends l'exemple des Trois-Lacs, Couchiné, c'est un exemple que je connais, et que la qualité de l'eau décroît, bien, les maisons vont perdre de la valeur. Si au contraire, tu viens contraindre le développement, puis tu dis, ben là, malheureusement, autour de ces lacs-là, il n'y en a plus de développement, mais les maisons vont prendre de la valeur parce que la demande pour ce type de qualité de vie-là va toujours être là. Un peu épeurant, c'est que souvent, ces changements-là, on va les voir sur des centaines d'années, voire des milliers d'années. Moi, j'ai 40 ans, là, disons que ma conscience remonte à peut-être, je sais pas, quand tu as 7-8 ans, là, que tu commences à observer des choses de la nature. Donc, c'est vraiment à court terme. J'ai vu les herbiers aquatiques prendre énormément d'ampleur aux Trois-Lacs. Et je pense que ce qui est le plus impressionnant aussi, c'est de voir toutes les entrées d'eau s'ensabler de façon impressionnante aux Trois-Lacs à cause de développement plus haut. Mais d'un point de vue fiscal aussi, le développement des dernières années, disons des 15 dernières années à Stoneham, je serais curieux qu'on me démontre que ça l'a payé. Je pense que chaque personne ne souhaite pas avoir de voisins en arrière dans une vie. On souhaiterait toujours avoir une forêt derrière chez nous, du moins quand on souhaite vivre en campagne. Là. Mais somme toute, on aimerait quand même dire, bon, OK, j'ai un voisin en arrière, j'ai un voisin à côté, il y a plus de trafic le matin, mais en contrepartie, la ville m'offre plus de services. Et c'est pas ça qu'on a assisté à Stoneham. On a vu Stoneham se développer, puis on a vu le compte de taxes monter à la même vitesse que le développement, sans nécessairement avoir de services municipaux en échange. On a des services commerciaux, et des beaux commerces qui ont ouvert à Stoneham à cause de la croissance de la population, mais la municipalité n'a pas gagné là-dedans. J'ai l'impression que collectivement, on a payé pour le développement. Mon compte de taxes a pratiquement doublé, moi, dans les 15 dernières années. Puis, collectivement, j'ai pas l'impression d'avoir plus de services. Donc, d'après moi, on ne développe pas de la bonne façon pour l'environnement. Sinon, il n'y aurait pas eu l'RCI. On ne verrait pas la dégradation des cours d'eau. Mais fiscalement non plus, on ne développe pas de la bonne façon. Est-ce qu'on sait une maison à partir de quel montant, quelle valeur la maison rapporte à la municipalité ou coûte à la municipalité? Si on met une maison, on ouvre la rue puis ça coûte 100 $, puis on met une maison qui vaut 200 $ sur ça, comment elle rapporte de taxes par rapport à ce que ça coûtait la rue puis les services? Là, tu rajoutes 3-4 personnes qui vont vouloir des loisirs, qui vont vouloir des activités, donc il va falloir engager quelqu'un de plus au loisir, il va falloir déneiger cette rue-là, ça va prendre quelqu'un de plus aux travaux publics. Est-ce que ce calcul-là, complexe, oui, a été fait? Non, il n'a pas été fait. Donc, on développe à l'aveugle depuis 15 ans à Stoneham. On dit développer, c'est payant, mais non, c'est pas payant.
J'aurais aimé parler du RCI avec la municipalité de Stoneham et des discussions qu'ils ont eues avec la ville de Québec. D'autant qu'à Stoneham, il y a plusieurs mesures mises en place par la municipalité pour réduire leur impact sur les cours d'eau, comme l'amélioration des installations de l'usine de traitement des eaux usées. Malheureusement, ce tournage n'aura pas lieu. Le point central de ce débat semble être en tout cas la concertation entre les différents acteurs, à commencer par les municipalités qui sont en charge de la protection des cours d'eau. Car encore une fois, une source d'eau est liée à un bassin versant, et il faut réfléchir la protection en fonction de ce bassin versant. C'est pourquoi je suis allé rencontrer Antoine Verville, le co-directeur de l'Organisation des bassins versants du Québec, pour en apprendre plus sur le rôle de l'organisme dans ce débat et des solutions à mettre en place pour sortir de cette impasse. En fait, le regroupement des organismes de bassins versants du Québec, ou le ROBVQ, c'est l'organisme qui regroupe 40 organismes de bassins versants qui travaillent dans chacune des régions du Québec, faire une gestion des cours d'eau, des lacs, des rivières, des milieux humides par bassin versant. Le bassin versant, en fond, c'est l'unité naturelle d'écoulement des eaux. Donc, on travaille à cette unité-là qui respecte l'eau pour en assurer la gestion. Le cas de la rivière Saint-Charles et de la protection de la source d'eau potable est particulièrement intéressant parce que c'est un des premiers cas au Québec où on essaie de restreindre des activités d'aménagement du territoire sur des municipalités qui sont situées en amont, donc chez le voisin, là, de restreindre un peu certaines activités pour protéger la prise d'eau potable. Donc, comme c'est une des premières au Québec, c'est un cas sur lequel il vaut la peine de se pencher. L'eau, je disais, respecte une unité naturelle d'écoulement, qui est le bassin versant. Puis nous, on a organisé tout notre territoire en municipalité avec des limites qui sont pour l'eau complètement artificielles, les limites administratives, les limites de municipalité. Donc, n'importe quel enjeu de l'eau, on doit être capable de dépasser ces limites-là municipales. Dans le cas de la prise d'eau potable de la Ville de Québec, bien, ce qui est encore plus peut-être politiquement sensible, c'est que la prise d'eau potable alimente les gens de Québec, est située dans la Ville de Québec, mais son aire d'approvisionnement, son bassin versant, lui, est situé chez le voisin, Stoneham et Tewksbury, Lac-Beauport, Lac-de-Lage, par exemple. Donc, les mesures de protection du bassin versant qu'on souhaite mettre en place bien, se retrouvent chez le voisin, dans une autre municipalité. C'est à eux, en quelque sorte, d'assumer la protection du territoire pour le bénéfice de la Ville de Québec, qui est située en aval là, sur le cours d'eau. La Ville de Québec a souhaité protéger ses sources d'eau potable, ce qui est tout à fait légitime et souhaitable. Au Québec, il y a même une réglementation qui existe depuis 2014 maintenant, qui est le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Toutes les municipalités du Québec vont être amenées à protéger leurs sources d'eau potable d'ici quelques années. Donc, la Ville de Québec a vraiment été... la Ville de Québec, puis même le maire de Québec, M. Labaume, ont été très leaders sur ce dossier-là, en voulant prendre les devants, en agissant tout de suite pour protéger la source d'eau potable. Le mécanisme qu'ils ont décidé d'utiliser, c'est celui de la communauté métropolitaine de Québec, qui est une instance municipale qui regroupe à la fois la ville et les municipalités avoisinantes pour adopter un règlement de contrôle intérimaire. Le règlement de contrôle intérimaire, son nom le dit, c'est un règlement temporaire, intérimaire, qui vise normalement à mettre un frein temporaire sur une situation, le temps qu'on s'y penche vraiment en détail puis qu'on adopte un règlement plus définitif. Donc, le règlement de contrôle intérimaire, lui, allait limiter les possibilités de développement dans les municipalités, surtout en amont là, de Québec. Stoneham, entre autres, Lac-Beauport. Ces municipalités-là ont senti qu'il y avait une limitation au développement sur leur territoire, puis une limitation donc aux revenus municipaux aussi, puisqu'au Québec, la fiscalité municipale est conçue de telle sorte que l'argent vient des taxes municipales sur la valeur foncière des propriétés. Donc, si on freine le développement, on freine aussi les revenus pour une municipalité. Donc, face à cette situation-là, où il y a peut-être eu plusieurs incompréhensions de part et d'autre, il y a eu des tentatives de dialogue qui n'ont peut-être pas mené aussi loin qu'on aurait souhaité, bien, la situation a été portée en cour. Puis il y a eu un jugement de la Cour, en fait, qui donnait en quelque sorte raison aux municipalités en amont, qui disait que la communauté métropolitaine de Québec était allée trop loin dans l'application d'un principe de précaution, qui est reconnu dans la loi sur le développement durable, en faisant un excès de précaution, finalement, pour protéger la source d'eau potable. Donc, c'est l'état où on en est actuellement, là, ce jugement-là, qui fait jurisprudence au Québec. Puis c'est important qu'on s'y penche parce qu'en l'absence d'autres jugements, bien, c'est celui-là qui fixe la base pour l'ensemble du Québec dans un contexte où on va tenter de protéger nos sources un peu partout dans la province. Par contre,
Donc, moi, personnellement, je juge que le jugement est assez déplorable puisqu'il envoie une indication, à mon avis, qui n'est pas souhaitable à l'ensemble des municipalités du Québec, que si elles veulent en faire beaucoup pour protéger leurs sources d'eau potable, ça pourrait être retenu contre elles, jugé négativement. Donc, c'est certain qu'à titre de directeur du regroupement des organismes de bassins versants, nous, notre objectif, c'est la conservation de l'eau potable pour d'autres usages aussi. Mais on aimerait que les municipalités du Québec aient une marge de manœuvre pour être capables d'appliquer ce principe-là de précaution, d'aller aussi loin qu'elles veulent dans la protection de la source d'eau potable. Par contre, il y a encore des mécanismes de dialogue, d'arrimage entre municipalités qui sont à établir au Québec. On est dans les premiers essais comme ça d'une ville, la Ville de Québec, qui tente de travailler avec d'autres municipalités pour restreindre des usages. Bien, il y a encore là des choses à développer, à améliorer. Ça n'a pas été un processus parfait non plus. Ce qui a peut-être fait défaut dans le processus actuel, c'est le dialogue ouvert, transparent, impartial. Le processus a été d'abord et avant tout mené par la communauté métropolitaine de Québec qui ont fait un excellent travail, mais avec peut-être une implication des organismes de bassins versants que je représente pas suffisante. Les OBV, eux, sont reconnus dans une loi, la loi sur l'eau au Québec, comme étant l'interlocuteur du gouvernement du Québec en matière de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. On a été créé pour ce genre de situation, d'assurer un dialogue impartial, transparent, ouvert entre tous les intervenants qui viennent du secteur municipal, évidemment, mais aussi d'autres secteurs d'activité. Les promoteurs immobiliers, par exemple, de Stoneham et Tewksbury, qui voyaient leurs occasions d'affaires grandement restreintes par le RCI, bien, auraient pu être autour de la table. Le gouvernement du Québec lui-même est autour de la table des organismes de bassins versants du Québec. Il y a 11 ministères, agences de l'État qui siègent, qui participent à ce dialogue-là. Donc, peut-être qu'on aurait pu aller dans une approche plus axée sur le dialogue. C'est pas le choix qui a été fait complètement à ce stade-ci. Maintenant, il faut en tirer des apprentissages. Pour mieux comprendre les enjeux que représente la protection et le rôle des différents acteurs dans ce débat, je suis allé rencontrer Christian Simard, directeur général de Nature Québec. En plus de son parcours au sein de différentes organisations environnementales, il a fait plusieurs incursions dans le milieu politique, notamment comme conseiller politique au ministère de l'Environnement et de la Faune. On a été interpellé par un de nos membres, l'Appel du lac Saint-Charles. L'Appel ne peut pas vraiment se prononcer au niveau public ou être dans le débat parce qu'ils ont aussi des contrats avec la Ville de Québec, ils sont experts. On a une source d'eau potable qui est dégradée et ça semble se faire un peu dans l'indifférence où les gens ne réalisent pas l'importance d'une telle source d'eau potable comme la prise d'eau du lac Saint-Charles. Il y a de la concertation à faire et pas seulement avec les maires de la couronne de Québec ou quelques promoteurs. Il faut impliquer des organismes comme Nature Québec, des organismes environnementaux, mais des consommateurs de cette eau-là directement dans le débat. C'est important parce que quand on dit qu'elle est encore bonne, mais on doit la traiter, ça coûte très, très cher, la chlorer. Il y a des endroits en Allemagne, dans des pays très, très densément peuplés, à New York, la source d'eau potable, il n'y a aucun traitement, là. Elle est tellement bien protégée qu'on peut la faire sans la chlorer, sans l'ultra-filtrer. Et ici, ça nous coûte très, très cher. Il faut surveiller. Il y a des cyanobactéries dans le lac Saint-Charles. Il faut s'assurer qu'ils ne soient pas à la prise d'eau. Il y en a qui sont toxiques. Donc, on a des problématiques qui sont importantes, construction domiciliaire, sédimentation, problématiques de faux septiques, de contamination qui ne sont pas totalement étanches, problématiques de traitement des eaux usées là, qui finissent, même si on respecte toutes les normes, à se retrouver quand même dans la prise d'eau. Ils respectent les normes, mais est-ce que c'est vraiment les normes pour de l'eau potable? Est-ce qu'on ne devrait pas être beaucoup plus prudent? La communauté métropolitaine de Québec est allée en cours. Il y a eu le règlement de contrôle intérimaire, qui est un des outils, qui n'est pas le seul, peut-être même pas le meilleur, qui a été utilisé pour protéger la source d'eau potable. Mais il y a un absent de taille, là. Quand on dit tout le monde, il y a quand même une responsabilité gouvernementale. On peut pas assister
impavide ou sans réagir, comme le gouvernement du Québec le fait à ce débat-là. Le ministère des Transports doit absolument avoir une alternative au sel de route sur l'autoroute des Bleuets. Il faut absolument, c'est nécessaire, c'est peut-être le principal problème à court terme, l'eau salée. Et il faut diminuer les apports de contaminants des résidences, que ce soit des sédiments, que ce soit de l'eau qui finalement finit par percoler hors des systèmes souvent déficients là, de fosses septiques et se retrouver dans le bassin, dans la prise d'eau potable. Donc, il faut absolument agir à tous les niveaux, au niveau micro, et il faut racheter des terres et il faut se développer autrement. Là. Le développement pour l'automobile le plus haut possible, le plus loin possible. Il y a un problème politique qui est de réunir les gens, d'obliger à trouver des solutions et à placer la protection de l'eau au-delà des intérêts immobiliers ou des intérêts de quelques promoteurs. Il faut penser autrement le développement résidentiel, le développement de nos villes, mais aux plus hautes exigences. C'est ça qui est le défi, là. Certains disent hey, « la Cour nous a donné raison, le lac n'est pas pollué ». Et là, c'est un raccourci qu'il ne faut pas prendre. Il y a des gros problèmes avec ce lac-là. Le règlement de contrôle intérimaire, il fait simplement limiter les nouvelles constructions. Donc, en soi, c'est simplement un outil pour le futur. Est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est le seul? C'est une chose, mais c'est insuffisant parce qu'on a tellement dégradé le milieu qu'il faut le restaurer. Donc ça, c'est toute une autre paire de manches. On ne peut pas se reposer pour un règlement. On a fait un règlement et ça règle la pollution. Pas de façon automatique, non. Quand on a un point de vue extérieur comme le mien, il y a un constat évident à faire quand il est question de la protection de la source d'eau potable de 300 000 personnes. Nous devons la protéger à tout prix. Mais on se rend compte que ce débat est plus compliqué que ce simple constat, et trouver des consensus pour que toutes ces municipalités s'entendent, un véritable casse-tête. Plusieurs questions me viennent en tête. Si les revenus des municipalités sont liés à l'impôt foncier, et donc au développement, est-il possible de développer différemment ? Est-il possible de trouver des sources de revenus alternatifs ? Finalement, pouvons-nous faire autrement quand il est question d'eau potable ? Il y a probablement d'autres façons de s'intégrer à un territoire tout en conservant nos milieux naturels. C'est justement ce dont nous allons discuter dans le prochain épisode.